Bonjour Dong et bienvenue sur le podcast Liberté d'être femme. Bonjour Marie-Laure, merci beaucoup de me recevoir. Mais écoute, je suis ravie et je suis certaine qu'on va passer un très bon moment toutes les deux. Et je vais commencer avec une question un petit peu standard, on va dire. Dong Nguyen, est-ce que tu peux me dire qui tu es? Ben oui, avec plaisir. Donc je suis Dong Nguyen, j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai 5 enfants. Alors j'hésite un peu parce que j'en ai 2 que j'ai portés et finalement 5 que je porte. J'ai pas dit supporte mais porte. Et puis je suis d'origine vietnamienne. Et je suis arrivée en France avec ma famille en 77, donc je suis née au Vietnam. Et donc j'ai fait toute ma vie en France, toute ma scolarité, et je suis une professionnelle aujourd'hui de l'immobilier dans tout ce qui est management et leadership. Merci pour ta présentation. On reviendra de toute façon effectivement après plus en détail sur ton parcours et tes origines, puisque ça a évidemment de l'importance pour toi. Avant ça, quel est pour toi le message le plus important que tu auras envie de faire passer au cours de cet entretien qu'on va avoir toutes les deux? Alors il y a évidemment plein de messages, mais choisir c'est renoncer. Moi, le message qui me paraît fort, c'est que dans la vie, on n'a qu'une seule vie, même si je crois en la réincarnation, on n'a quand même qu'une seule vie. Et c'est celle-ci, c'est notre seul essai. Et donc, on n'a pas intérêt à la gâcher et il faut la vivre pleinement. Mhm. Ok. Alors, excuse-moi, j'ai perdu la concentration puisque j'ai perdu la vidéo me concernant. Ouais, Alors, ouais, je attends. te vois un peu figée. Je Ouais, te ouais, comprends. ouais. Bon, de toute façon, j'espère qu'il fait le son correctement. Ça a l'air, il me dit juste que c'est la vidéo. Alors attends, juste un instant, je vais la débrancher et puis réessayer de la remettre. C'est toujours figé. Ouais. Bon, bah écoute. Est-ce que tu veux qu'on se redéconnecte et qu'on se reconnecte? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, Ouais, ok. ça y est, tu es Super, je te relis. défigée. Bon, écoute, ouais. Du coup, je vais reprendre dans les questions. Ouais. Que je veux dire, bon, de toute façon, je verrai bien après ce qui s'est passé. Si la vidéo, ça va pas, ben, je la mettrai pas. C'est pas grave. Espérons que ça se produira plus. Sinon, on coupera les caméras et puis on fera avec l'audio. Euh, du coup, tu nous disais en introduction que tu es arrivé en France en 1977. Et tu avais quel âge? Écoute, quand je suis arrivée en France, alors je m'en souviens pas bien, mais j'avais 10 mois, puisque mes parents me ont dit que quand ils ont fui le Vietnam avec ma sœur qui avait 6 ans, moi j'avais 4 mois. Donc ça a été Ouais. un long périple et on est arrivé en France, donc il faut se l'imaginer, hein, donc en décembre 77, et plutôt dans le nord, puisque c'est là où il y avait du travail. Et donc mes parents ont fait un direct finalement Saigon, Tourcoing puis Roubaix en 77. Donc j'étais toute petite. Ça a dû être un sacré choc culturel pour eux. Oui, parce que ma maman parlait français, elle est née sous la colonie française, donc elle a fait Mhm. des études en français. Mon père, lui, il était avocat à la cour de Saigon, donc lui ne parlait pas un mot français. Et il y a eu une forme de déclassement, mais c'était un choix qu'ils ont fait, hein, puisqu'ils ont décidé de fuir pour avoir la liberté de parole. Et ça, c'est resté ancré dans mon ADN. Et effectivement, ils sont passés d'un statut d'avocat, hôtesse de l'air à manutentionnaire et chargé de téléphone chez La Redoute. Mais Ouais. c'était plutôt une grande chance pour eux, D'accord, c'est quand même comme ça qu'ils l'ont vécu. bien sûr. Ouais. La France, moi j'ai grandi avec la culture dans laquelle la France était notre terre d'accueil, notre terre d'asile, et que on devait, ma sœur et moi, être reconnaissantes à vie
de ce que ce pays nous a donné, de ce pays d'adoption nous avait donné. Et c'est comme ça qu'on a été élevés. Et c'est le choix qu'ils ont fait en nous mettant toutes les deux en école privée catholique, alors qu'ils sont de confession, ou en tout cas de philosophie bouddhiste. Tu m'avais partagé que vous aviez été très bien accueillis. Tu cites d'ailleurs école privée catholique. Tu m'avais dit par les familles catholiques, donc dans la région de Tourcoing du coup. Donc c'était particulier comme accueil. En fait, ma maman me raconte, parce que tu te doutes bien que je me souviens pas de tout, Mhm. mais j'en ai gardé des amitiés fortes et sincères. On a été accueillis par plusieurs familles catholiques du Nord qui sont venues dans les foyers à Datarelli à l'époque, accompagner, nous donner des vêtements, nous expliquer la marche à suivre pour pouvoir travailler et pour pouvoir scolariser les enfants. Et puis très rapidement se rapprocher aussi d'une communauté vietnamienne qui existait déjà, pas pour faire une forme de communautarisme exacerbé, mais plutôt pour maintenir ce lien avec le pays. Et donc, on a grandi dans une culture franco-catholique la semaine, et puis le soir et le week-end dans une association vietnamienne. Ça nous a offert finalement ce trait d'union entre le pays d'accueil, tout en gardant nos racines. Et les familles qui nous ont accueillis, aujourd'hui, elles avaient des enfants de notre âge. Aujourd'hui, j'ai gardé une amitié forte avec les enfants de ces familles qui ont gardé ce lien et ont toujours aidé les populations boat people. Alors aujourd'hui, on les appellerait les migrants. C'est moins sexy migrant que boat people, c'est à peu près les mêmes difficultés et je suis pas sûre que ça ait beaucoup évolué. Mais j'ai eu, en tout cas, notre famille a eu beaucoup de chance. On n'est pas un cas isolé, hein, on a eu beaucoup de chance de pouvoir avoir un nouveau départ en France. Et tu as évoqué avant le déclassement de tes parents. Alors, je sais que tu n'as pas pu connaître l'avant, tu ne veux pas t'en rappeler, mais comment est-ce que toi, tu as vécu ouais, peut-être dans ton enfance, adolescence, le fait que voilà, tes parents aient eu un autre niveau social avant et puis que ça a eu qu'il y a un gros changement pour eux? Je ne l'ai réalisé que quand je suis devenue une jeune adulte. En fait, je n'ai jamais vu le déclassement. Moi, mes parents, ils étaient plutôt épanouis, heureux d'avoir un boulot, heureux de travailler. Mon père, au bout de quelques années en France, a récupéré une équivalence d'expert comptable et donc il parlait français. Je pense qu'on a plutôt été intégrés de façon rapide, d'une volonté française, mais aussi d'une volonté de ma famille de l'être. Et, euh, et ils étaient très présents dans les milieux associatifs, très présents au niveau sportif. Donc, j'ai pas senti ce déclassement. Je ne l'ai appris que tardivement, où j'ai compris que finalement l'ambition qu'ils avaient pour nous, c'était l'ambition qu'ils avaient toujours eue au Vietnam. Et donc cette notion de il faut travailler à l'école, il faut réussir, il faut gagner de l'argent pour pouvoir s'offrir les choses que l'on a envie de s'offrir. Moi, j'ai manqué de rien dans mon enfance. J'ai pas eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. En revanche, je réalise maintenant que quand mes parents allaient faire les courses, bon ben le steak, ils le coupaient en deux pour qu'il y en ait pour tout le monde. Mais j'ai manqué de rien, donc j'en ai pas souffert. Je ne l'ai conscientisé qu'après. Et dans ton parcours, toi, tu as eu très très vite des responsabilités en entreprise, très jeune, dans des milieux très masculins. Qu'est-ce qui t'a donné cette force et cette ambition si tôt? Moi, je pense qu'on l'a dans les veines, hein, cette force. Moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 11 ans. Euh, je me suis souvenu d'ailleurs que j'avais pas pleuré à la mort de papa. Il est décédé à la suite d'une longue maladie. Et donc, on a un petit côté guerrier dans la famille. Alors, je dirais guerrière, puisque on est ma sœur, ma maman et moi que des femmes. Et à partir du moment où il est décédé, j'ai réalisé que la vie pouvait être courte et qu'il fallait en profiter et que de toute façon, quels que soient les plans qu'on pouvait faire sur la vie, les choses pouvaient nous échapper. Et donc, j'ai toujours croqué la vie à pleines dents en me disant, mon père est mort à 39 ans.
Si ça se trouve, je ferai pareil et donc donc je vais, en profiter et et quelque part, qu'est-ce que tu ferais si tu avais pas peur? Et donc c'est plutôt ce que je me suis dit. Mon papa, il est décédé en me disant: «Quand on veut, on peut». Quand, les responsabilités que j'ai eues jeune, je les ai eues grâce à des gens qui ont cru en moi, qui m'ont, proposé ces challenges et j'ai pas hésité parce que je me suis dit, «Bah, dans le meilleur des cas, ça marche et si ça marche pas, je ferai autre chose». J'adore ton état d'esprit et puis tu as la question, qui est une belle question de coach, pardon. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais pas peur? Je ferais alors, le truc, c'est que comme cette, question, je l'ai en moi depuis longtemps et que je dis régulièrement que j'ai pas peur de grand chose, Mmh. à part de ma mère. Heu, on est toujours les petites filles, hein. Oui. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, j'ai pas peur j'ai en fait, j'ai peur de rien. Aujourd'hui, j'ai peur pour mes enfants, puisque Oui. quand on devient maman, on dort plus pareil et donc on a un sens des responsabilités. Mais je peux avoir peur, à un instant T et puis je relativise et ce qui fait que j'ai pas peur. Donc qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Je créerais une boîte, heu et parce que j'ai pas peur de l'échec, donc je créerai une boîte. Mais bon, je triche, hein, je l'ai fait, donc Voilà, je j'allais dire, triche ça un peu. tombe bien. Mais j'ai eu peur, mais Oui, j'ai eu très peur. tu as eu très peur. Oui. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Hem, Tu dis que le BTP, donc parce que tu as commencé, ta carrière là-dedans, hein, a été le seul secteur où ton origine ne posait pas, question? Parce que donc du coup, tu as navigué aussi, hein. On parlait peut-être d'une navigation géographique et de tes Ouais, prises de conscience, sur tes origines, et l'impact que ça avait? exactement. En fait, le quand tu, grandis dans dans un, cursus traditionnel, d'école privée catholique, tu vois plus que tu es, je vais le dire de façon un peu, triviale, mais parce que j'ai pas de problème avec ça, tu vois plus que tu es jaune, tu vois plus que tu es différente. Tes copains sont tes copains. Ils sont pas blancs, verts ou jaunes, ce sont tes copains. Donc moi, j'ai grandi comme ça et en deuxième année d'école de commerce, il a fallu trouver un stage et bon, j'avais un cursus somme toute assez classique et j'ai réalisé à ce moment-là que les dizaines de CV que j'avais envoyés dans toutes les grandes entreprises du Nord, parce que j'avais pas les moyens d'aller ailleurs que dans le Nord, hein, donc je voulais rester dans le Nord, j'ai eu refus sur refus. Là où mes copains et mes copines qui avaient exactement le même cursus que le mien ont été acceptés ou ont eu, pléthore de possibilités. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quand tu t'appelles Thuy Dong Phong Nguyen et que ton adresse postale c'est Roubaix, a priori ça pouvait freiner. Mais je ne l'avais pas réalisé avant. Et donc, à l'ESC Lille, hein, à l'époque ça s'appelait l'ESC Lille et pas encore Schema, le seul secteur qui a bien voulu de moi, c'est le terrassement. Parce que le directeur du contrôle de gestion et des finances là-bas avait fait la même école que moi. Et donc à Paris, j'ai été reçue et j'ai été prise, tout de suite sur ce job-là et donc c'est pas un choix d'avoir embrassé un milieu plutôt, technique et masculin, c'est le seul qui avait envie de moi. En revanche, le choix d'y rester, ça c'est moi qui l'ai fait. Parce que, j'ai réalisé que c'était, de prime abord un milieu qui pouvait paraître bourru, mais qui, dans la vraie vie, est un milieu, complexe, plein de bienveillance et avec, une forme d'ouverture sur des profils différents ou, aussi, d'un point de vue très pragmatique, une vraie complémentarité entre un profil, école de commerce et un profil ingénieur. Et comment tu as vécu ton arrivée dans ce milieu qui, j'imagine, est très masculin? Parce que bon, école de commerce, donc là, tu devais quand même avoir une belle mixité, entre les hommes et les femmes. Mais là, tu as dû vivre un gros changement? C'est rien de le dire. J'ai eu un choc culturel. Dans le bâtiment, les hommes et les femmes ne mâchent pas leurs mots. Ils ont pour habitude d'être directs, avec parfois un langage plutôt fleuri.
Et j'avoue que dans ma culture, la femme vietnamienne, elle doit plutôt avoir un ton en dessous de l'homme. Et j'ai grandi dans une culture où finalement être un peu derrière, c'était pas subi, c'était choisi. Donc je viens de loin quand même. Et mais finalement, c'est fait. L'humour aide beaucoup, hein, donc il y avait beaucoup de blagues. Bon, si tu vas dans le bâtiment et que tu rougis à la première blague graveleuse, tu prends tes jambes et tu te casses, hein, c'est pas possible. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt des blagues sans conséquence. Je suis pas sûre qu'effectivement les nouvelles générations accepteraient ce genre de blagues. Je ne me permettrai pas de les raconter parce que ça pourrait faire fuir certaines d'entre nous, mais ça n'avait rien de méchant. Et donc j'ai plutôt trouvé une forme de convivialité, de bienveillance et un esprit d'équipe très très rapidement. Donc je m'y suis faite assez vite et j'ai un langage aussi plutôt cash, donc ça m'a bien plu de ne pas avoir à tourner autour du pot, mais de dire les choses de façon frontale. Oui, c'est une approche intéressante effectivement, qui permet de déconstruire un peu quelques stéréotypes. On va parler, du côté un peu plus, difficile, enfin difficile, tu as déjà évoqué les difficultés, mais des moments qui ne sont pas passés comme tu l'aurais voulu. Tu as vécu des blocages dans ta carrière, par exemple, un poste refusé parce que tu étais enceinte ou, une mise à l'écart dans un comité de direction? Est-ce que tu peux nous raconter, enfin peut-être situer un peu le contexte et puis, ce que ça t'a fait vivre toi, sur le moment? C'est des remises en question. J'ai vécu une première partie de ma carrière professionnelle en région parisienne et la région parisienne, elle est, Paris, c'est quand même la capitale, hein, donc il y a un état d'esprit et une fraîcheur et peut-être un mindset qui sont un peu plus en avance par rapport, à des situations, en province qui seraient un peu mal vécues. Il y a pas de clivage entre l'Île-de-France et la province, mais quand je suis arrivée, en région, donc je suis revenue dans ma région d'origine, le Nord. J'ai eu des opportunités de challenge et notamment de revenir dans un groupe de bâtiments qui est cher à mon cœur et dans lequel j'ai fait un parcours évolution assez sympa. Encore une fois, je suis d'un profil école de commerce, option finance, contrôle de gestion et j'ai un patron. C'est souvent comme ça, hein, vous avez un patron qui vous donne une chance et c'est à vous de l'accepter ou pas, qui m'a donné, la chance de pouvoir intégrer et de faire du commerce dans le BTP. Pour faire du commerce dans le BTP, quand tu es pas ingénieur, bon, c'est un peu plus que de vendre, des cacahuètes, hein. Il y a un peu plus qu'un vernis technique pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le bâtiment. Donc j'ai fait ce parcours, j'ai adoré essayer de déstructurer la façon de penser, de comprendre, d'argumenter et puis, dans la planification, il fallait que je prenne un poste de responsabilité une fois que j'allais, avoir fini ce parcours. Puis j'ai pris, je sais pas si on peut dire prendre une décision, mais en tout cas, je suis tombée enceinte. Et donc le poste que j'avais convoité, hein, dans un parcours d'évolution, eh bien, mon patron de l'époque, et sans lui chercher de circonstances atténuantes, mais je suis même pas sûre qu'il ait eu la volonté de faire de la peine, il m'a dit assez cash, tu n'auras pas le poste parce que tu as choisi de faire un bébé. J'avoue que je suis passée du grenier à la cave parce que je voyais pas en quoi, le fait d'être enceinte pouvait changer quelque chose dans ma progression. Mais dans la temporalité, lui, ça lui paraissait trop lointain, donc il a effectivement confié le poste à quelqu'un d'autre. Et puis moi, j'ai fait mon bébé, donc j'ai réalisé que, là où en région parisienne, le fait d'avoir fait un bébé, ça n'avait pas du tout, eu de problème, Mmh. là, en province, est-ce que c'était lié à l'homme? Est-ce que c'était lié à la boîte? J'en sais rien, j'ai pas fait de psy, mais ce que j'ai vu, c'est que le poste, m'était passé sous le nez. Donc j'ai digéré et puis je suis revenue en proposant un nouveau challenge à mon patron. Et celui-là, tu as pu le mettre en place? Et celui-là, j'ai pu le mettre en place. Mais c'est dur, hein, de se dire que tu construis ta carrière. Évidemment, on construit les étapes idéales, hein, et d'être freiné comme ça pour une raison.
enfin, je veux dire, quand tu es enceinte, tu es absente 3 mois. Oui. C'est pas très grave et ton cerveau fonctionne toujours. Mais c'était il y a maintenant une quinzaine d'années, et donc à croire que à l'époque c'était comme ça. Je vous donne quand même la fin de l'histoire. J'ai revu ce patron et on a débriefé et il a reconnu qu'il avait été bête sur ce sujet-là. Donc il n'y a pas de il y a plus de problème, c'est digéré, c'est passé et en plus, on a reconnu et l'un et l'autre que c'était dommage, que peut-être j'y serais encore aujourd'hui. Ouais, c'est bien en tout cas si, tu as eu l'opportunité d'y revenir et de pouvoir échanger à la personne, ça avec la personne, ça fait quand même, du bien, je pense. Bah, oui, 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 ça fait du bien parce que tu restes pas avec une boule au ventre ou une frustration, et puis il y a toujours cette notion de est-ce que, finalement c'était pas plutôt un problème de compétence? Est-ce que j'étais vraiment au niveau? Est-ce que le fait Mmh. d'être enceinte, c'était pas un prétexte? Oui, c'est possible, mais c'est peut-être, aussi toi qui, de comment dire? Enfin, fait des choix de grossesse indépendamment de son activité professionnelle, mais peut-être aussi, toi qui, d'une certaine manière, avait pas forcément envie, tant que ça de faire d'avoir ce poste aussi, hein. Peut-être que Non, je crois pas. Je crois que non? j'ai toujours envie d'avoir le poste de dessus. Moi j'aime les challenges, j'aime apprendre et donc j'ai jamais peur de prendre un poste. J'ai toujours envie de d'apprendre et je me suis toujours dit que parfois tu peux avoir le poste sans avoir complètement, le costume ajusté. Tu peux aussi prendre un poste avec un costume un peu trop large et c'est peut-être le fait d'avoir déjà le costume sur les épaules qui te fait, développer et déployer des compétences, en plus qui te permettent d'avoir un costume sur mesure. Je pense parfois que quand on ne donne pas la chance de porter ce costume, eh bien, tu te poses jamais la question d'essayer de l'enfiler. Donc c'est aussi ça le sujet, je pense. Il y a pas mal de femmes, sans faire de généralité, hein, mais qui se disent: «Moi, j'y arriverai pas». Juste, il faut se dire qu'il faut y aller, quoi. À un moment donné, au pire, ça marche pas et alors? Oui. Comme tu dis: «Et alors?» Et d'ailleurs, c'est exactement ce cheminement pour la création d'entreprise. Enfin, qui, crée une entreprise, en tout cas la 1re, en ayant absolument toutes les compétences qu'il faut pour la développer? Mais, personne. Et si on devait attendre, ben, on passerait sa vie à attendre, hein. Donc à un moment, tu vas et puis tu découvres au fur et à mesure tout ce qui te manque et soit tu le développes, tu te formes, soit tu t'entoures des personnes qui ont les compétences, qui te manquent. Et c'est Je suis exactement com ça. je suis complètement d'accord avec toi, mais moi j'ai pas été paramétrée pour créer une entreprise. Moi Mmh. quand j'ai grandi, mes parents m'ont dit: «Il faut que tu sois, une bonne Française, une bonne, épouse, une bonne mère, une bonne fille et une bonne salariée». Parce que, c'est pas notre pays d'origine, donc Oui. il faut que tu sois au service de ton patron. C'est comme ça que et puis c'est bien d'avoir un salaire parce que quand tu es salarié, il y a une forme de sécurité. Moi, je pense que mes parents, ils en avaient eu la dose de risque, hein, ils ont quand même traversé des mers pour pouvoir arriver en France, donc ils avaient envie pour leur fille d'être stable et donc quand, en fin d'année dernière, je me suis pris, un bus, dans la tronche, hein, au sens, propre et figuré, je pense. Je suis vraiment restée KO et très vite, je me suis dit: Il faut que je me remette en question, il faut que je me bouge parce que j'ai la santé, les gens qui m'aiment et que j'aime, bah, sont là, mais ma famille a la santé et je sais bosser et je suis une bosseuse. Mais de là à créer mon entreprise, bah, il y a pas un cheveu de ma tête qui y a pensé, parce que c'était pas le modèle. En revanche, j'ai, mon meilleur ami et une copine qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu crées pas ta boîte? Tu risques quoi?» Et moi je me suis dit: «Mais pourquoi faire créer une boîte? Moi je sais rien faire de mes 10 doigts, je suis pas peintre, je suis pas, électricienne. Qu'est-ce que les gens vont vouloir faire avec moi?» Et mon pote m'a dit: «Écoute, les 3 prochaines personnes que tu vois, tu leur demandes. Tu leur demandes s'ils te confieraient une mission et de quelle nature. Et puis s'ils t'envoient bouler
mais tu crées pas ta boîte. Et puis s'ils te répondent positivement, eh bien, fonce. Et ça t'empêchera pas en parallèle de chercher un boulot de salariat si vraiment c'est ce que tu veux, parce que c'est ce qui te rend sereine. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et sans scoop particulier, puisque je connais l'histoire et toi aussi, je me suis lancée dans cette aventure en mars. J'ai créé un petit véhicule qui me permet d'accompagner des entreprises dans leur stratégie opérationnelle, de former aussi des professionnels sur le leadership et la conduite du changement et d'intervenir sur des enjeux de leadership inclusif ou d'équité professionnelle. Une très belle histoire, effectivement, et, de création. Et avant qu'on revienne sur certains de ces éléments, est-ce que tu peux revenir sur cette histoire de bus? Donc, c'est ton licenciement en 2024. Donc, tu dis que tu t'es pris un bus au sens propre et au sens figuré, hein, tu t'y attendais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que alors je ne sais pas si c'est une erreur, mais j'ai travaillé pendant en tout cas ma dernière expérience professionnelle a été faite aux côtés d'un patron qui était, avant d'être mon patron, mon ami. Et donc j'ai travaillé en confiance pendant 8 années, en confiance réciproque, hein. Et puis nos chemins se sont éloignés peut-être en termes de stratégie, en termes de façon de penser sur les notions de parité, de conduite du changement. En tout cas, c'est ma version des choses, hein. Je n'ai pas débriefé avec lui, donc j'en sais rien, mais c'est l'histoire que j'ai envie de me raconter. Et puis, sans identifier les signaux faibles, parce que quand tu te refais le film après, bah, forcément, tu te refais toutes les actions au ralenti sur la dernière année et maintenant, je peux voir qu'il y avait plein de signaux faibles, des signaux avant-coureurs que j'ai pas vu voir parce que j'étais loyale et que je ne me suis pas dit que professionnellement il y avait un loup. Et donc, sans rentrer dans le cœur du système, il a pris la décision de me licencier pour faute grave. Euh, Alors que je pense qu'il aurait pu prendre un choix qui est de se mettre d'accord pour se séparer parce qu'on n'était plus en phase. Mais c'est un choix qui lui appartient. La conséquence de quoi? C'est qu'un jour, tu arrives au travail et puis que ton boss vient devant et te dit viens dans mon bureau, et qu'en 2 secondes et demie, la carrière que tu as construite, l'image que tu t'es fait de toi, passe du grenier au sous-sol, au 5e sous-sol. Et donc, en un claquement de secondes, tu n'es plus Dong Nguyen, patronne, membre du directoire. Tu es la petite fille qui sait plus ce qui s'est passé, quoi. Et donc ça, je l'ai vécu. Et tu vois, je digère, mais j'ai encore de l'émotion, hein, et il faut pas le cacher. Et donc, je suis dans l'instant, hein, en 3 heures, j'ai pris ma voiture, j'ai rendu mon téléphone portable, mon ordinateur, et je me suis retrouvée chez moi. Un 5 décembre, donc il y avait déjà les films de Noël, mais bon, donc un gros coup de massue. Un gros. Ah, brutal. Ouais. Et ce qui est brutal, c'est pas le fait d'être. Alors évidemment, la procédure et la volonté de nuire est assez infâme, mais on peut se séparer d'un collaborateur, ça arrive tous les jours. En revanche, moi, c'est toute l'amitié qu'il y avait et finalement toute l'affect et c'est ça qui est douloureux. Pas le côté professionnel, mais le côté personnel. Et donc, c'était un 5 décembre et donc j'ai été licenciée fin décembre. Et donc, j'ai passé un peu de temps en pyjama allongée sur mon chien en train de pleurer, hein. Et puis un jour, mon fils qui a 19 ans, m'a dit est-ce que tu te souviens du jeune qui était avec moi au judo? Oui. Eh bien, il s'est pendu. Et ça m'a fait un électrochoc, vraiment, où je me suis dit, la maman de ce petit garçon, enfin ce jeune homme, hein, puisqu'il a le même âge que mon fils, elle a vraiment d'autres préoccupations et d'autres problèmes que moi.
Et moi, et moi je vais bien, quoi. Moi je suis là. Oui, je suis sonnée, oui, je suis KO, oui, j'ai pris cher, mais je vaux encore quelque chose. Et j'ai un ami qui m'a dit, «Un billet de 100 balles, même chiffonné, il vaut toujours 100 balles». Et tout ça, tu sais, les pièces du puzzle se remettent, bout à bout, dans ta tête. Et là, je me suis bougée. Et mon mari m'a dit le soir de mon, éviction: «Dans 1 an, on en rigolera». Bon, je lui ai dit plus que 364 jours, mais je crois aujourd'hui, forte des, quelques mois qui viennent de se dérouler, que probablement c'est l'électrochoc qu'il me fallait pour, donner, une impulsion à ma vie professionnelle que je n'osais pas donner. J'avoue avec, beaucoup de lâcheté que, intellectuellement, je commençais à m'ennuyer, mais que, quand tu as une, fonction, quand tu as, un titre, quand tu as une voiture, quand tu as un salaire, bah, quelque part, tu peux avoir la faiblesse de t'endormir un peu, sur tes, acquis et de ne pas te bouger. Donc là, j'ai en quelques mois, je n'ai jamais rencontré autant de personnes, je n'ai jamais autant pris le temps de me retourner sur ma carrière et je n'ai jamais autant, profité, de moments, sincères et instructifs avec, chaque personne que je rencontre. Et je ne te cache pas, et tu en fais partie, que, je n'ai jamais autant osé qu'aujourd'hui. C'est une jolie histoire de résilience, hein, par effectivement de la cave, comme tu dis, ou même du 5e sous-sol, vous remontez. Mais c'est très inspirant. D'ailleurs, pour la parenthèse, j'ai créé ma boîte, sur, une situation similaire, hein. Alors moi, j'ai pas été licenciée pour faute, mais par contre, pendant mon congé de maternité, on m'a appelée, dans mon précédent poste salarié pour me dire: «Bon, bah, on aimerait bien que tu ne reviennes pas». Voilà, et c'est ça qui a été l'impulsion pour moi de créer mon entreprise, plutôt que d'être encore dans l'attente, de dire: «Oui, je verrai ça plus tard». Donc parfois, on a besoin d'un petit coup de pied, ou d'un gros coup de pied d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que, tu vois, je vois bien autour de moi que tout le monde n'arrive pas à s'en ressortir la tête haute. Oui. En revanche, quand tu es, bien entouré, de ta famille, hein, Mmh. vraiment le premier cercle, hein, de tes amis. Moi, j'ai été, extrêmement bien entourée. Alors évidemment, il y a ceux qui, te claquent la porte et puis tu te pensais que c'était des amis et puis ça ne l'est pas. Bon, bah, c'est tout, hein, des amis qui n'en sont plus, c'est que probablement ils ne l'ont jamais été. Et puis tu as des gens qui te tendent la main alors que tu les avais même pas identifiés et ce sont des belles rencontres. Et puis ça me permet aussi moi de m'autocritiquer sur les erreurs que j'ai commises, hein, des échecs, j'en ai eu plein, des erreurs, j'en ai faites et j'en ferai encore. En revanche, le fait de les assumer, le fait d'en parler, le fait de le dire sans honte, et moi je pense que, tous ces personnes qui, vivent ce traumatisme, et il y en a plus qu'on le croit, s'ils sont, bien entourés et qu'ils ont la santé, et qu'ils ne sombrent pas dans l'oisiveté, et ben tout ira bien. Si tu bosses, que tu as envie et que les gens sont autour de toi, tout ira bien. Et puisque tu vas, de toi-même sur le sujet, effectivement de l'entourage, de l'environnement, j'ai envie de te questionner sur le côté, sororité. Donc est-ce qu'il y a des femmes justement qui t'ont tendu la main à des moments clés de ta vie? Alors ça peut être celui que tu viens d'évoquer, mais ça peut être, d'autres moments. Oui, moi je crois beaucoup en la sororité. Je pense que, les femmes entre elles sont parfois, les meilleures ennemies. Les femmes qui réussissent surtout, et j'en ai fait partie, hein, des femmes qui se disent, «Bah, je suis là où je suis et peut-être que pour réussir, il faut que tu trimes aussi». Aujourd'hui, je pense qu'il faut, réussir à s'apporter, de l'accompagnement réciproque. Dans toutes les périodes douloureuses de ma vie, j'ai eu, des amies IES qui ont été très, très, très présentes, mais j'ai aussi eu des amis IS qui ont été présents, et c'est pour ça que je suis, pour une forme de sororité, mais pour une forme de fraternité. En fait, il y a les 2, et cette, main tendue,
elle vient des 2 côtés. Mais c'est vrai que, la femme, dans les douleurs profondes que l'on peut ressentir, elle est quand même plus à même de comprendre, les failles, les doutes, les complexes de l'imposteur, les questionnements sur la légitimité. C'est effectivement plus la femme qui est, à l'écoute et donc j'ai, eu beaucoup de chance d'avoir, mes amis qui ont fait bloc autour de moi dans des périodes, de difficultés, mais comme de grandes joies, hein, aussi. Donc, moi, je crois beaucoup en la sororité. Je trouve que c'est pas assez développé. Je pense que, la femme n'ose pas et aujourd'hui, grâce aux précieux conseils et ben, j'ose intervenir, et interpeller quelqu'un sur LinkedIn, chose que j'aurais jamais faite avant, hein. J'ose, décrocher mon téléphone pour, demander un rendez-vous et il y a une forme de sororité aujourd'hui que je ressentais moins avant et tu sais, et pourquoi je dis que moi aussi je m'auto-questionne, j'ai une professionnelle qui, m'avait interpellée il y a 1 an, qui avait, perdu son emploi. Elle m'a, écrit sur LinkedIn et je lui ai pas répondu. Et je lui ai pas répondu, pas parce que j'avais pas envie, mais parce que je suis passée à côté, parce que je suis passée à autre chose. Quand il m'est arrivé ce qu'il m'est arrivé, je lui ai écrit en m'excusant et elle a été beaucoup plus, chic que moi. Elle m'a répondu tout de suite et on s'est vu tout de suite. Et bah, tu vois, plus jamais je ne répondrai pas à un appel, de quelqu'un qui, a envie de prendre un café, d'échanger ou de m'interpeller. Et tu vois, tu peux, te tromper et puis, avoir, la vie se charge pour toi de te remettre les pendules à l'heure et je remercie Cécile de m'avoir ouvert les yeux. Oui, j'aime beaucoup, t'entendre dire ça parce que, bon, c'est vrai qu'on est sursollicité maintenant, sur LinkedIn de bien des manières et je m'efforce en général de répondre, sauf si vraiment c'est très, très mal fait, j'ai l'impression qu'on enfin, voilà, ça va dépendre de la façon dont c'est fait, mais globalement, de toute façon, je m'efforce de répondre, ne serait-ce qu'un non merci ou j'ai pas de ça m'intéresse pas, j'ai pas de besoin et cetera. Parce que pour effectivement faire aussi, de la prospection, sur LinkedIn, à la fois pour mon activité professionnelle, de coach et de conférencière, mais aussi pour le podcast, hein, puisque, ben, toutes ces femmes, dont tu fais partie, il faut les trouver. Alors j'ai eu la chance, que toi tu as été, recommandée par notre amie Clémence. Donc j'apprécie énormément quand on me donne, des contacts et que j'ai pas besoin d'aller les chercher. Mais néanmoins, voilà, bien des femmes, qui sont venues sur le podcast, bah, j'ai dû aller les chercher et globalement, bon, pour le podcast, j'ai quand même beaucoup de réponses, j'ai beaucoup moins de personnes qui répondent tout simplement pas. Mais ouais, je trouve qu'on est dans un monde qui trouve normal que quand quelqu'un, sollicite, enfin envoie sa candidature, et voire même a été reçu en entretien, ben on lui dise rien, on lui réponde pas ou on lui envoie quelque chose d'extrêmement, laconique après. Ouais, je sais pas. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un moyen de rencontrer des humains. Ce sont des êtres humains qui en font partie, à l'exception de quelques peut-être, chatbots et autres, mais dans la majeure partie, ce sont quand même des êtres humains qui sont derrière l'écran. Et le fait qu'il y ait un écran, nous fait oublier. On a l'impression que, enfin, je trouve que ça déshumanise. On oublie que c'est une vraie personne derrière. Et d'autres personnes oublient que LinkedIn, par exemple, est un réseau social, donc fait pour mettre les gens en contact. On n'est pas là que pour faire des posts, et attendre d'avoir des likes. Donc c'est normal qu'on nous contacte par ce biais, sinon il ne faut pas y venir en fait. Mais voilà, beaucoup de gens l'oublient. C'est clair. Mhm. C'est Et tu as été là, ouais, je change un peu de thématique, mais on reste sur le côté femme. Tu as été la seule femme dans plusieurs comités de direction, seule femme ou en tout cas avec peut-être peu d'autres femmes.
Comment est-ce qu'on garde son cap dans ce genre de situation sans perdre son identité? C'est une super question. Parce qu'effectivement, dans les premières fois où j'ai intégré des comités de direction où j'étais la seule femme, bon, il y a évidemment un sentiment de fierté, hein, et il y a une tendance à vouloir faire comme eux, tu vois, à essayer de se transformer. Moi, j'ai toujours grandi avec une carapace, donc si la carapace, elle devait avoir l'air d'être plus masculine, bon, bah, ça me gênait pas de prendre cette carapace. J'ai essayé en étant coachée, hein, parce que c'est bien de se faire accompagner. Je parle de coaching professionnel. C'est une chance inouïe de pouvoir se faire coacher. J'ai réussi à enlever cette carapace pour rester authentique et à comprendre qu'être une femme avec ses faiblesses et ses failles, ça faisait de moi une dirigeante plus humaine et plus en connexion avec ses équipes. Par contre, j'ai quand même souffert parfois d'avoir été la seule femme parce que d'être la seule femme, ça focalise ton opinion, pas sur ce qu'elle est, mais parce que ce que tu représentes. Et moi, j'aurais préféré qu'on soit 2, quitte à ce qu'on soit 2 femmes, sans avoir particulièrement d'atomes crochus, mais au moins, dans le débat, ça se résout pas à: «Ah ouais, mais toi, tu dis ça parce que tu es une femme». Parce qu'à un moment donné, quand tu as 5 hommes devant toi, et que tu poses une question en faisant un peu le pas de côté, en dézoomant, en échangeant sur les notions de parité, sur l'inclusion, sur la complémentarité de profil, ça finit quand même par tu dis ça parce que tu es une femme. Quel que soit le niveau d'intelligence, parce que j'ai toujours eu des gens très intelligents autour de moi, mais ça finit quand il y a 5 hommes face à une femme, ça finit quand même comme ça. Ou c'est des histoires de bonnes femmes. Bon, donc moi vraiment demain matin, si je devais retourner dans un comité de direction ou un directoire, je ferais en sorte de ne pas être la seule femme parce que sans vouloir être girl power, je trouve que c'est plus sain d'avoir des débats équilibrés et qu'il y ait une forme de parité entre hommes et femmes. Mais c'est vrai que ça peut être lourd de temps en temps et pourtant, j'ai pas la langue dans ma poche, mais il faut avoir les épaules solides parce qu'encore une fois, je pense que l'homme en face ne se rend pas compte. Et parce que j'ai pas la langue dans ma poche et parce que j'ai 20 ans de carrière dans l'immobilier, eh bien l'homme en face ne se rend pas compte que ce qu'il dit peut dépasser les bornes des limites et non mais c'est pas grave donc toi tu nous comprends, t'es comme un mec. Oui mais non en fait. Tu En fait non. Je suis pas un vieux pote et comme je te l'ai dit l'autre jour, la femme à la maison, bah, c'est moi. Donc mais c'est ça. Oui, 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 tu doubles, le double travail. Il y a un point sur lequel j'aimerais bien revenir maintenant on a balayé quand même des éléments importants de ton parcours. Euh, Faut que je précise ma question. Alors, il y a des... Ouais, alors attends. Désolée si je m'en mêle les pinceaux, mais il y a le côté, avec le recul et de tout ce qu'on a balayé ensemble, tu as cité le côté paramétré pour être une bonne salariée, tu as cité l'éducation que tu as eue, le côté je dois rendre à mon pays d'adoption ce qu'il m'a donné. Comment tu es arrivé à challenger tout ça pour bah, ouais, peut-être prendre des décisions différentes de ce qu'on attendait de toi. Voilà, comme par exemple créer ton entreprise. heu, en fait, je l'ai pas dit à ma maman tout de suite. Oui, tu as dit que tu avais peur d'elle, hein. D'ailleurs, il faut que tu saches que je n'ai pas du tout dit à ma maman que je suis partie, contrainte et forcée de mon entreprise. Donc, je vais prier pour qu'elle écoute pas, le D'accord. non, mais je rigole. Comment j'ai réussi? Écoute, je suis beaucoup challengée par mes enfants. Je suis beaucoup challengée par, mon époux et qui me donne, la force de me dépasser.
et qui me donne cette assise pour pouvoir avancer. Moi, j'ai des enfants qui n'ont peur de rien, donc je pense que j'ai dû un peu les éduquer dans cette vision-là, et qui me challenge au quotidien. Moi, ma fille, quand elle m'a vue 3 fois dans le canapé, elle m'a dit, tu fais quoi là? Donc, j'ai fait ça parce que j'ai envie d'être fière de moi. Évidemment qu'ils soient fiers de moi, mais j'ai aussi envie de me regarder dans le miroir en me disant, je me répète, hein, j'ai qu'une seule vie et il faut y aller. Est-ce que tu attends que les choses viennent à toi ou est-ce que tu vas aller les chercher? Est-ce que moi j'ai pas d'ego mal placé, hein. Si demain je me retrouve sans rien, j'ai pas d'ego mal placé, j'irai prendre un poste manager dans un fast-food, ça m'ira bien et je réadapterai mon mode de vie. En revanche, je crois en la valeur travail. Je sais que je suis une bosseuse, je sais que je suis une professionnelle, je suis loyale et que j'aime l'intérêt général. Et donc ça m'a forcé à me challenger, ça m'a forcé à me remuer et à dépasser, les limites, finalement mes croyances invalidantes, des pieux, qui sont, dans ta tête et que tu t'es fixé tout seul ou que quelqu'un t'a mis, dans ta tête et que, bah, probablement qu'à 48 ans, je me sens plus, détendue à, bousculer, les lignes de ma vie qu'à 20 ans et que, probablement le qu'en dira-t-on, des gens qui m'aiment pas, ben, qu'ils les gardent pour eux et que, ma maman avec tout l'amour que j'ai pour elle et toute la reconnaissance que j'ai, elle sait probablement moins bien que moi ce qui est bon pour moi. Donc, j'ai cette force en moi et à travers le regard des gens, qui me sont le plus chers. Et bah, alors justement, ça, voilà, ça rejoint le deuxième point que je voulais voir avec toi, que j'ai retrouvé entre-temps. Tu m'avais évoqué la notion de respect des aînés, quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de ta culture, issue donc de la culture bouddhiste. Euh, Comment tu as évolué par rapport à ça aujourd'hui? Ça reste, ancré en moi, hein, le respect, des aînés en termes d'âge ou en termes de hiérarchie, parce que ça va de pair. Ça reste ancré en moi. J'ai toujours, beaucoup de mal à transgresser ce genre de règles et donc je ne lutte pas contre ça. Au même titre que je ne lutte pas contre mon côté impulsif, j'arrive à les apprivoiser et prendre du recul par rapport à ça. Et je me dis que c'est pas parce que c'est mon aîné qu'il a raison, c'est pas parce que c'est mon chef qu'il a raison. Bon, c'est pas pour ça non plus qu'il a tort, hein, mais Oui. j'arrive à prendre du temps. Aujourd'hui, forte de ces quelques années de vécu, je ne fais plus les choses dans l'instant. J'arrive à juguler ça et à prendre le temps d'analyser, de poser la réflexion et d'apporter ensuite un argumentaire et une réflexion posée parce que je m'aperçois que quand tu es pas d'accord et que tu es une femme et que tu t'affirmes, bah, tu es hystérique. Alors que tu es quand un homme et que tu parles fort, bah, tu as de l'autorité. Et donc, comme je ne veux pas être vue comme une hystérique, parce que c'est quand même ça, eh bien, j'ai pris le temps de mesurer mes propos et d'apporter un peu de structure et donc de challenger cette notion de hiérarchie ou cette notion d'aîné. Donc, c'est en moi, je te dis pas que c'est pas là, parce que c'est comme ça que je fonctionne. En revanche, j'arrive à apporter un peu de relativité par rapport à ça et surtout, le temps m'aide à faire les choses. Tu sais, on dit souvent qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Eh bien, moi, je pense que si je faisais ça, je serais frustrée. Donc, en fait, je parle à mon téléphone, je lui dis tout ce que j'ai à dire et toute la colère que j'ai en moi. Et puis après, je pose, ce qui fait que ça m'a enlevé toute cette charge émotionnelle ou cette charge mentale. Et derrière, ça m'enlève cette frustration. Et derrière, au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire et qu'après, je reprends ce que j'ai dit et je pose les choses. Ça, c'est mon astuce à moi pour ne pas me dénaturer, parce que je ne vais pas faire de moi un béni oui-oui qui va dire amen à tout. Mais je ne renie pas non plus les valeurs que mes parents m'ont inculquées.
Je vais traduire ça, en gros, en langage de coach, mais du coup, tu prends le temps, en fait, d'accueillir tes émotions plutôt que en fait, de les accueillir font que de toute façon, elles s'en vont ou elles s'atténuent et après tu peux, venir d'une manière peut-être plus rationnelle. Exactement. Écoute, pour conclure, cet entretien, si tu devais résumer, en une phrase ce que tu aimerais que les personnes qui nous écoutent retiennent, de ton parcours, du message que tu as envie de transmettre, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que dans la vie vous sourit, que je viens de loin. Je pense que mon bilan carbone, il a été pourri à la naissance, hein, parce que Saigon, Roubaix, en avion, plus en bus ou en train, je pense que je suis partie avec, un bilan carbone très détérioré. Hem, je suis fière de ce que je suis devenue. Je pense que, il faut que chacune et chacun d'entre nous le soit, que, je suis foncièrement heureuse et sereine et que quelles que soient les épreuves de la vie, c'est ce qu'on en fait qui fait la différence et c'est notre choix de les, assumer, de les porter, de les transformer en quelque chose de mieux et c'est aussi notre choix de ne pas les subir et de ne pas transformer en pensées négatives. Et c'est, probablement ce que j'ai envie de réussir de mieux et c'est probablement ce que j'ai envie que l'on retienne de moi et de mon parcours. Merci donc pour ton partage, en toute transparence, en toute, authenticité des bons comme des moins bons moments de ton parcours et puis, ben, écoute, je te souhaite la belle, réussite dans ton entreprise. Merci beaucoup Marie-Laure. À bientôt. À bientôt.